good picture of Steve. Roger, roll, Discovery. Cette semaine, la fine équipe de RLM revient sur les annonces de Google. Gros plan sur les smartphones Pixel qui veulent d'amis le pion à l'iPhone 7. Quid également de Google Home, l'assistant virtuel pour chaque membre de la famille. Faut-il s'inquiéter de l'utilisation grandissante de nos données personnelles par Google ? Débat. Bonjour à tous, bienvenue dans RLM alias On refait le Mac, bienvenue à l'école 42, l'école qui forme les futurs talents de l'informatique. Vous nous retrouvez ici au Regardez du Centre dans la cafétéria de l'école 42. On fait visiter chaque semaine l'école. On va bientôt intégrer nos studios, vous verrez ça. On vous réserve quelques surprises d'ici quelques semaines. Je vous rappelle que vous pouvez nous retrouver en plus de notre chaîne préférée Dailymotion sur YouTube. N'hésitez pas à vous abonner. Et puis vous pouvez nous podcaster en version HD ou en version audio sur iTunes bien sûr. Vous le retrouvez également via nos applications iOS sur iPhone et iPad. N'hésitez pas à la télécharger. Et enfin, depuis quelques semaines maintenant, vous nous retrouvez sur l'Apple TV, une application où vous avez tous les épisodes de On refait le Mac depuis sa création, avec comme chroniqueur cette semaine pour débattre de l'actualité de Google, d'Apple et consorts. Cette semaine avec moi, Tristan Nitto. Tu es entrepreneur, actuellement chef product officer de Cozy Cloud et ancien président de Mozilla Europe. C'est bien ça, Tristan ? Tout à fait, bonjour. Ça va bien ? La forme, la grande forme. Alors si on t'a convié, c'est que bien sûr tu es un geek de première catégorie, donc tu vas pouvoir porter un regard sur les annonces de Google. Mais au-delà, tu viens de publier un ouvrage intitulé Surveillance et liberté au défi du numérique. Comprendre et agir aux éditions CF, c'est bien ça ? Tout à fait. Tu es vachement bien armé pour discuter un petit peu de la politique de confidentialité de Google ce soir. Oui, il y a beaucoup à dire. Oui, on va aussi essayer de parler d'Apple parce qu'Apple aussi, il y a beaucoup d'interrogations autour de la politique d'Apple. Bien sûr. Bon, on va faire ça ensemble ce soir. Et pour à tes côtés ce soir, un passionné de tech. Il s'agit de Gonzague d'Ambricourt, bien sûr, Salut, de Bouche Olivier. Cousue. Ça va ? Bien. Donc c'est toi qui vas défendre Google ce soir ? Je suis pas sûr qu'on puisse les défendre dans tout ce qu'ils font parce qu'ils ont toujours dit don't do evil, mais on les a rarement vus s'y tenir. Bon, on va voir. On va essayer de trouver peut-être un avocat de première catégorie et de charme avec Fanny Bouton de fannysparty.com. Bonjour Fanny. Bonjour Olivier. Ça va bien ? Oui, écoute, ça va. Bon. Là, je remplace Cédric qui est dans sa buanderie. Moi, je suis dans mon petit bureau Bon, aujourd'hui. Cédric qui devait nous rejoindre, mais apparemment il a un petit souci technique. Peut-être qu'il pourrait nous rejoindre au cours de cette émission. On te retrouve chaque semaine, Fanny, dans un nouveau podcast audio sur radioinnovation.com. C'est bien ça ? Exactement. Ça s'appelle Quoi de neuf chez les geeks et on y parle de l'actualité high-tech autour d'une marque. Bien. Tu vas recevoir les gens de Samsung prochainement ? Non, je rigole. Mais pourquoi pas ? Attends, il y a la sortie de la Gear et j'espère bien avoir une interview là-dessus, bien sûr. Bon, on va parler du Note 7 dans un instant. Autre historique d'ORLM, il s'agit bien sûr de Monsieur X, cet ancien responsable d'Apple qui avance, comment dire, visage masqué. Bonjour Monsieur X. Bonsoir Olivier, tu m'as piqué mon intro. Je voulais dire que la phrase de la semaine, Ouais. ça pourrait être il ne faut pas se réjouir du malheur des autres. Et Non. oui, je parlais bien du Galaxy Note Non. 7. Non, la phrase de la semaine, c'est éteignez vos smartphones, hein, c'est ça. Mais bref, en duplex de Lyon, le rédacteur en chef de Clubic, notre partenaire média, Julien Gay. Bonjour Julien. Bonjour Olivier, tu vas bien ? Oui, tu vas défendre Google donc ce soir. Ah non, je défendrai Microsoft comme d'habitude, tu sais bien, j'y mets beaucoup de cœur. De Samsung, on va en parler tout de suite dans le chiffre de la semaine. Le chiffre de la semaine, c'est 30. Samsung a baissé d'un tiers sa prévision de chiffre d'affaires pour le prochain trimestre, passant de 7 800 milliards de won à 5 200 milliards. Hein, c'est 4,2 milliards d'euros attendus pour le prochain trimestre fiscal. Donc c'est un sacré gadin par rapport évidemment au retrait du Samsung Galaxy Note 7. On ne pouvait pas faire l'impasse cette semaine sur cette info. C'est vraiment un scénario terrible, Gonzague, pour Samsung. C'est la pire des choses qui aurait pu arriver à un constructeur. Ils arrêtent la vente et la production du Galaxy Note 7, ce qui a fait baisser leur cours en bourse de 7%, c'est énorme. Ouais. Et surtout, continuent Près de 11 d'entretenir milliards la de dollars, je confusion crois. dans la tête des gens, puisque les gens ne font pas toujours la différence entre le Note 7 et le S7. Alors, peut-être du côté de Julien, pourquoi ce retrait officiellement ? Pourquoi avoir décidé de terminer complètement la ligne Galaxy Note 7, d'arrêter la fabrication d'une manière définitive, Julien ? Je crois qu'ils n'avaient plus trop le choix, ils étaient coincés dans la mesure où effectivement les unités de remplacement qu'ils ont envoyées aux clients ont visiblement elles aussi quelques problèmes de stabilité au niveau de la batterie et qu'elles finissent par prendre feu et exploser. Effectivement, le plus sage, c'était d'arrêter
ce désastre en termes de PR et de mettre un terme à l'aventure. Maintenant, souvenez-vous, il y a plus de 2 semaines, lors de la précédente émission, je disais il faut absolument et urgemment que Samsung renomme ses Galaxy Note, et ses Galaxy tout court d'ailleurs, parce que la confusion avec le 7 va être terrible. Et je pense qu'aujourd'hui, plus que jamais, c'est un scénario qu'il devrait envisager. C'est terrible d'un point de vue marketing. Monsieur X, on se tourne vers le responsable marketing, l'ancien responsable marketing d'Apple, Monsieur X. C'est très compliqué aujourd'hui de rebondir après une info comme celle-là, parce que après tout, les utilisateurs pourraient craindre que le produit se propage à toute la gamme et pas simplement aux notes. Oui, absolument. Autant la panne aujourd'hui, elle est isolée sur un produit qui est le Note 7, mais c'est vrai qu'il y a un risque de contamination sur les produits qui ont un nom quasiment similaire ou une filiation, le Galaxy S7, et puis surtout s'ils éteignent pas le feu, comme tu le dis fort justement, c'est la marque qui va être attaquée. On l'a vu. On l'a vu avec le cours en bourse, mais ça, on va dire, c'est plutôt un dégât immédiat, c'est-à-dire une espèce d'anticipation des ventes en moins qu'ils vont faire sur le trimestre en cours. Le vrai risque pour eux, c'est que, oui, dans la tête des gens, Samsung, qui avait réussi à devenir une marque premium, perdre cette aura, et ça, c'est un dégât à long terme et qui sera beaucoup plus difficile à recouvrer. Moi, je voudrais dire quelque chose. Ce qu'il y a d'intéressant, c'est que j'en ai parlé avec beaucoup d'autres marques en me demandant pourquoi ils n'attaquaient pas sur le terrain. Et ce qu'il y a d'intéressant, c'est qu'ils répondent tous, c'est qu'en fait, c'est pas de chance pour Samsung, mais ça pourrait tous leur arriver. Et du coup, ils n'iront pas sur ce terrain-là parce qu'en termes de com', ils disent que c'est un des problèmes actuellement de la fabrication et que ça en inquiète pas mal de se retrouver dans la même situation que Samsung. Oui, et puis il y a une règle dans les entreprises aussi concurrentes de Samsung, notamment les entreprises américaines, Apple pour ne pas la citer, en termes de communication, directe ou indirecte. On ne se moque jamais de la concurrence. Il y en a un qui se le permettait, c'était Steve Jobs pendant les keynotes. Oui, c'est vrai. C'était le privilège du roi. Même si indirectement, Monsieur X, la marque qui profite le plus malheureusement de la mésaventure de Samsung, c'est bien sûr Apple qui sort au même moment l'iPhone 7. Et on peut se penser que les millions d'exemplaires qui vont être retournés de Galaxy Note 7, eh bien, les utilisateurs seraient plutôt attirés vers l'iPhone 7. Donc tout ça va profiter malheureusement pour Samsung à Apple. Tristan, qu'est-ce que ça t'inspire tout cela ? C'est assez connu de manière récurrente que les batteries peuvent poser problème. C'est quand même étonnant qu'une entreprise comme Samsung, qui est un conglomérat qui produit des trains, qui produit des batteries, ne soit pas capable de localiser un problème. Des frigos. Ça paraît fou. On peut se demander s'il n'y a pas eu une précipitation. On entend dire qu'ils auraient poussé la production de façon à rafler les news fin août. Anticiper la sortie de l'iPhone. Exactement, et de façon à se présenter là-dessus. Mais le résultat des courses, c'est que ça a fait un bad buzz terrible et qui a été renouvelé. C'est-à-dire qu'une première fois, ça a été interdit. Ils ont arrêté de vendre ces produits qui avaient des défauts. Ils ont dit, en voilà une deuxième série qui, elle, est safe. Ils pensaient que c'était vraiment la batterie au départ. Ils avaient détecté un problème, donc ils se disaient, si on change la ligne de batterie, ça devrait le faire. Et apparemment, ça continue. Et ça a recommencé. Et là c'était fichu. Ils ont jeté l'éponge. Il y a quand même une anecdote intéressante, c'est qu'il y a de nombreuses compagnies aériennes qui faisaient des annonces dans les avions. C'est si vous avez un Samsung Galaxy Note 7, merci de l'éteindre, de ne pas le charger, de ne pas l'utiliser, de ne pas le laisser en veille, pas en mode avion. Il faut juste l'éteindre et n'y toucher plus et ne pas l'avoir en soute. Même interdit, dans certaines compagnies, il était même interdit de monter. Voilà, mais alors ces annonces-là, ça a un impact fort quand même sur des gens en plus qui volent, qui ont de l'argent pour acheter des smartphones. Mais quand même, moi je rebondirais sur deux choses en termes de com'. C'est que Samsung a eu beaucoup de mal, et moi de mon point de vue ça s'est vu, à synchroniser son message entre ses différentes filiales, que ce soit aux États-Unis, en Europe ou en Asie, et particulièrement en France où finalement on a attendu un certain moment avant qu'il y ait des informations sur la homepage de Samsung par rapport aux produits. Ça c'est la première chose, c'est-à-dire qu'effectivement on savait qu'aux US il y a peut-être des associations de consommateurs qui sont un petit peu plus agressives, donc effectivement Samsung USA a réagi rapidement. Et en France, ça a un peu traîné. Et deuxième chose, dans la communication de Samsung, jamais le mot rappel n'est prononcé. On ne parle pas de rappel. Au mieux, on parle de programme d'échange. Et je trouve que c'est intéressant en termes de com parce qu'on essaye en fait de masquer
la réalité, c'est qu'aujourd'hui, pour retourner son Note 7 de deuxième génération, puisque c'est le deuxième batch, j'imagine, Samsung t'envoie un carton unifugé avec une paire de gants, quoi. Ça devient... Ça fait peur. Ça fait peur, et alors là, ça achève complètement l'image, quoi. Ce qui signifie qu'il y a une possibilité que le Samsung, le Note 7, puisse s'enflammer, même éteint. Alors, je vous laisse imaginer ce que ça aurait pu faire lorsqu'ils les ont transportés par avion par centaines de milliers, quand ils les ont livrés. Brrr, ça fait froid dans le dos, mais on peut penser qu'il n'y a que quelques exemplaires qui sont, heureusement, pointier du doigt, hein, c'est pas toute la série, mais principe de précaution vaut. Pour conclure, Monsieur X, quelle porte de sortie possible en matière de politique de communication de crise à sa disposition Samsung? Il faut faire la lumière, toute la vérité sur cette histoire absolument, Monsieur X? Complètement, il faut faire la vérité, toute la vérité, et il faut aller vite. Hein. À l'exemple, par exemple, de ce qu'avait pu faire le PDG de Toyota, et Dieu sait avec sa culture si ça l'avait écouté, c'est face caméra en s'excusant auprès des clients. Oui. Tout simplement, encaisser le coût de ce problème, et je rejoins Fanny, ça aurait pu arriver à d'autres entreprises, et puis pour mieux repartir, on voit par exemple que Volkswagen, et le groupe Volkswagen en général, est en train d'essayer de le faire à son échelle, par exemple après le scandale du diesel. Donc on peut s'en sortir, mais il faut faire vite, la clarté, et je rejoins aussi Julien, il faut se synchroniser. Autrement, Samsung va se retrouver dans chaque pays où c'est possible avec une class action, les fameuses poursuites en nom commun en France, et ça peut traîner pendant des années. Et donc pour eux, être synonyme d'être dans la presse, certes pendant des années, mais pour des mauvaises nouvelles. En clair, c'est un boulet qui va entraîner encore pendant quelques années des mobiles, des smartphones sous Android. On va en parler tout de suite. On va parler de la nouveauté du côté de Google. Ça s'appelle Pixel. La semaine dernière, Google a présenté des nouveaux produits, plutôt une nouvelle gamme plutôt hardware. On commence par de nouveaux mobiles, de nouveaux téléphones, une nouvelle gamme Nexus, qui était plutôt connue auparavant sous le nom de l'appellation Nexus, ça prend la place des 5X et 6P, et ça s'appelle désormais Pixel. Mon cher Gonzague, quoi de neuf du côté de Google? Pas énormément de changements, à part les tailles d'écran qui diminuent. On passe de 5,2 et 5,7 pouces à 5,1 et 5,5. Donc ça diminue. Voilà, ça diminue. Parce que c'est vrai que le précédent Nexus grande taille était immense. Ouais. Ça nous rappelle un peu le Galaxy Note, mais sans le feu. Ouais. Il y a quand même un système de recharge rapide. Oui, alors ça c'est super intéressant. En 15 minutes, tu gagnes 7 heures d'autonomie, et c'est vraiment super au quotidien. Alors attention, c'est un point commun avec Samsung. Est-ce que ça pourrait être ça, la piste de l'influence? Voilà, je sais pas. On reproche à Apple de ne pas avoir ce système-là, ils nous les premiers, mais c'est vrai que c'est peut-être aussi Moi, je reproche à Apple de ne pas avoir l'induction. Mais on pense c'est que aussi c'est une piste, l'induction, c'est que ça chauffe pas mal. Mais tu as un appareil photo avec un capteur 12 mégapixels qui est stabilisé de façon optique, et ça se rapproche très fort de l'iPhone 7. Oui. D'ailleurs, dans sa publicité, Google se moque de la protubérance du capteur de l'iPhone 7. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Puis surtout, ils ont insisté sur le fait qu'il a reçu une meilleure note par DxO. Par DxO, qui note tous les notes de smartphone. Il aurait eu la meilleure note de tous les smartphones du marché. Avant la sortie du Pixel, c'était l'iPhone qui était en top de classement, et c'est maintenant le Pixel qui... Voilà, il serait à 89 en note, alors que l'iPhone 7 est à 86. Voilà. C'est l'iPhone 7, c'est pas l'iPhone 7 Plus. On attend toujours l'effet bokeh sur l'iPhone 7 Plus. Oui, et attendez, en plus, il y a une prise jack. Oui, il y a une prise jack, qui est assez révolutionnaire. Et si en plus, il prend pas feu, c'est quand même le meilleur des smartphones. En tout cas, c'est le meilleur des Android. Niveau hardware, tu as de l'alu brossé et du verre, donc c'est quand même assez haut de gamme. Alors le verre, c'est un peu particulier au niveau du dos. C'est une partie où il y a le système. Il y a le lecteur d'empreintes digitales dans au le dos, dos, un peu comme Touch ID. Google appelle le Google Imprint. Ça fait penser que maintenant, ils sont tous en train de lancer leur truc chez Windows. C'est Windows Hello pour authentifier les gens, etc. Donc on monte en gamme, mais on monte aussi en gamme en termes de prix, puisque le premier modèle est à 759 €. On peut plus vraiment dire que l'iPhone est cher. Version 32 Go, ils suivent aussi la tendance. Voilà. Alors, le bon point pour eux, mais on va revenir avec Monsieur X dans un instant sur la politique tarifaire, on va se tourner vers Monsieur Marketing, c'est qu'il propose le stockage dans le cloud illimité. Ça, c'est quand même un argument fort. C'est un argument fort, sauf pour Tristan. On en parlera tout à l'heure, mais oui, il y a beaucoup de choses à dire. Voilà, mais bref, Monsieur X, le positionnement tarifaire de Google est assez étonnant. Pendant des années, ils étaient vraiment le fer de lance des meilleurs. Ils voulaient faire le meilleur modèle du marché, mais à un prix relativement cassé. Les Nexus étaient vraiment beaucoup moins chers que les modèles d'Apple. Là, ils se positionnent au même niveau qu'Apple. Comment on peut expliquer ce choix-là en positionnement premium? On peut l'expliquer par le fait que dans le temps et entre guillemets donner son système d'exploitation Google OS à tout le monde.
il n'équipe pas uniquement Google et qu'ils n'arrivent pas à être compétitifs sur le bas de marché contre les marques chinoises qui utilisent, c'est une espèce d'effet de retour, leur système d'exploitation. Donc, devant ça, ils essayent de créer la différence en intégrant du hardware, un OS et du logiciel, toute leur suite applicative, mieux que ne le feraient les autres. Donc, c'est une politique un peu à la Apple. C'était déjà un peu le cas avant, monsieur X, sauf qu'auparavant, voilà, c'était eux qui étaient les petits Chinois de service et qui cassaient les prix. Aujourd'hui, ils n'ont pas besoin de... Voilà, ceux qui cassent les prix, c'est les Chinois ou c'est les Français Wikio, même si c'est fabriqué en Chine, quoi. Voilà, mais de là à se positionner au même prix qu'un iPhone, c'est qu'ils veulent aussi faire de Google une marque premium aussi, j'imagine. En tous les cas, sur les smartphones apparemment, mais bon, on attendra la prochaine génération, parce qu'il faut se rappeler que Google se cherche beaucoup, comme tu l'as dit, sur ce marché. La seule chose dont on était sûr au niveau économique, il faut s'en rappeler, ils ont acheté Motorola il y a quelques années 7, 8, 9, 10 milliards d'euros, de dollars, pardon, et pour le revendre, et ils comptent toujours faire quelque chose là. Donc voilà, moi je pense qu'après s'être cherché, ils se disent sur l'entrée de gamme, il n'y a pas vraiment de marge à faire, et surtout pas de différenciation. Positionnons-nous comme Samsung et Apple dans le haut de gamme, et on devrait voir, je pense, si c'est vraiment un choix réfléchi, une intégration sur le Pixel et ses successeurs meilleure des propositions logicielles et services de Google que sur les autres. Oui, pour refaire de la différence, tout simplement. Gonzague. C'est déjà donc le cas avec le Pixel qui intègre Google Assistant, qui est censé t'aider, utiliser de l'intelligence artificielle, mais aussi collecter beaucoup d'informations sur toi. On va en parler tout à l'heure. Pour t'aider. Ouais. Parce qu'en effet, pour rebondir sur ce point, il me semble que la dernière version d'Android qui équipe le Pixel a un certain nombre de fonctionnalités qui lui sont exclusives. Donc là, on se retrouve un peu dans un scénario où Google, qui développe l'OS pour tout le monde, et notamment pour son ami Samsung, finalement est en train de favoriser sa propre gamme en ayant des fonctionnalités logicielles exclusives à ses propres smartphones. En tout cas pour l'instant. En tant que geek et utilisateur averti de smartphone, tu les trouves crédibles aujourd'hui pour être une alternative à l'iPhone concrètement aujourd'hui, Google ? Oui, clairement. Au même prix. Au même prix, ils ont fait des progrès. Surtout, ils ne sont pas bridés par ce problème qui touche des constructeurs comme Samsung, qui eux mettent des surcouches et ne font du coup pas les mises à jour Android, ce qui provoque cette fragmentation. Google devrait automatiquement être mis à jour. Voilà, et là c'est Nougat, la version l'année prochaine devrait suivre. Avec les Nexus, c'était le cas, donc ça devrait suivre. En plus, ils tirent parti de leur point fort, qui est des applications dans le cloud, du stockage illimité pour les photos. Donc c'est pas simplement le device plus l'OS dessus. C'est aussi des services en ligne sur lesquels ils sont évidemment très forts parce que c'est leur cœur de métier. Ils ont leur chance. Et après, moi je ne sais pas dire l'avenir, mais il y a cette question qui est: est-ce que l'intelligence artificielle et toutes les données qu'ils arrivent à collecter côté serveur, ce qui pose des gros problèmes de vie privée, dans quelle mesure ça suffira à être un avantage compétitif par rapport à Apple qui lui brandit le drapeau de la vie privée en disant sur l'iPhone les choses ne sont pas comme ça. On va voir si ça veut devenir un argument de vente, mais on en parlera dans la deuxième partie de cette émission. Avantage concurrentiel, c'est certain, en tout cas il y en a un qui est déjà identifié, c'est que c'est le premier smartphone du marché Android qui est certifié Daydream, le casque de réalité virtuelle de Google, on en parle dans ce chapitre. Daydream, c'est donc le nom du casque de réalité virtuelle que Google avait présenté, Gonzague, lors de Google Now, la conférence des développeurs de Google. C'est un casque passif dans lequel on glisse. Tu y mets ton téléphone. Voilà. On pourra mettre tous les téléphones Android qui sont certifiés. Voilà, pour l'instant, le Pixel est le premier téléphone certifié. On ne sait pas encore quels sont les critères pour avoir un téléphone certifié, mais ça viendra, on va vite le savoir. Ce qui est intéressant, c'est que ça coûte pas très cher, ça coûte 80 €. Bon, il faut avoir déjà déboursé les 700 € du téléphone, ou plus si tu as le modèle de grande taille. Et c'est donc, il est fourni avec une télécommande qui te permet de naviguer dans les univers virtuels. Alors, c'est déjà une évolution par rapport au Google Card qui était en carton, effectivement. Là, il y a une solution pour pouvoir effectivement interagir avec les jeux. On sait qu'il y a pas mal de jeux qui sont arrivés sur les Google Cards. Je ne sais pas si tu en as déjà utilisé, Tristan, ces jeux de réalité virtuelle sur ton téléphone. Oui, tout à fait. Et qui manquait une interface pour pouvoir interagir. Et apparemment, eux, ils se dirigent plutôt vers ce système de télécommande qui aurait un pointeur à l'écran pour sélectionner. C'est assez bien vu. Je trouvais le design assez intéressant en préparant cette émission. On
trouvais que c'était un design très très franco-français. Tu ne trouves Oui, pas oui, bah c'est de la peau de charentaise véritable quand même. Donc moi je trouve qu'ils ont réussi à bien tirer les prix vu la matière première. Ouais. 79 € quand même. Voilà, ouais, pour de la charentaise, c'est pas mal. Tu passes du carton à la moquette, quoi. Ouais. C'est un vrai Et ça step-up. se fume aussi, voilà, c'est formidable. Aussi. Au-delà, Fanny, ça reste un casque de réalité virtuelle passif, c'est-à-dire qu'il n'y a pas son propre écran. Vous avez bien compris que vous glissez votre smartphone et que, on l'avait dit lors de l'émission qu'on avait fait avant l'été sur la réalité virtuelle, les casques passifs ont une fâcheuse tendance à provoquer le mal de mer, pardon. Le mal de mer. C'est pas le seul. Oui, alors c'est pas les seuls, mais c'est vrai que c'est pas. Voilà, ça fait un peu cher le casque. Il y a Omido qui fait l'équivalent très très bien aussi pour un peu moins cher. Et pour l'iPhone, accessoirement. Il n'y a pas le pointeur. Ouais, pour l'iPhone, pour tout un tas de smartphones. Mais alors il n'y a pas le pointeur, mais le pointeur, ça pourra se rajouter assez facilement en accessoire. Je pense que c'est un accessoire qu'on va vite retrouver sous peu chez tous les accessoiristes. Voilà. Tu y crois, toi, Fanny, à ce positionnement, dire voilà, l'accessoire naturel, l'évolution naturelle, notamment pour le jeu, pour les smartphones, c'est de l'équiper d'un casque de la réalité virtuelle. On l'a vu avec LG, on l'a vu avec Samsung et bien sûr Google. Par rapport à ce que peut faire par exemple aujourd'hui Sony avec une PlayStation VR qui lui propose un casque de réalité virtuelle actif avec son écran. Oui, voilà. Je pense que pour le jeu, pas du tout. C'est bien pour tout un tas d'interfaces, pour l'éducation, pour aussi le monde, le B2B, parce qu'il y a plein d'applications qui peuvent être mises en fonction pour apprendre des choses, pour faire découvrir des choses, après, ou pour des vidéos interactives. Après, pour du vrai jeu, déjà le PlayStation VR, je trouve ça limite parce que tu es assis. Et moi, vraiment, toutes les expériences VR que j'ai faites, je les préfère quand le corps est actif et que tu vis ce que tu vois. Donc, j'ai une tendance à préférer l'acheter. Je préfère l'acheter ces Vive. Et pour le coup, même si tu es câblé et que c'est chiant. Ouais, c'est vrai. C'est un fil à la patte. Et puis après, bon, moi, c'est l'évolution. Et d'ailleurs, ça a été annoncé aujourd'hui officiellement. Ça y est, le HoloLens Microsoft est en vente en Europe. C'est son grand dada, le HoloLens. Et donc passion de Fanny. Ouais, le HoloLens. Mais oui, Fanny, parce que HoloLens. c'est la réalité mixte, c'est la réalité holographique. Et c'est encore un autre step dans l'histoire. Tu as bien lu, Fanny, le communiqué de presse de Microsoft, puisqu'effectivement, il parle de réalité mixte et pas de réalité augmentée. Oui, mais on est plus proche de la réalité augmentée que de la réalité virtuelle. J'ai fait une conférence la semaine dernière dessus avec Microsoft, donc je peut-être. Non, c'est très différent. La réalité augmentée, non, justement, j'ai fait une conférence que tu peux aller voir en replay si tu tu veux, qui explique justement les différences. Ne vous disputez pas, tout va bien, messieurs, dames. Voilà, la réalité virtuelle, la réalité mixte et la réalité augmentée, parce que c'est très différent, c'est proche, mais c'est très différent, ça ne fait pas la même chose. Et sinon, juste pour finir, c'est juste que c'est bien parce que ça permet de vulgariser et de faire rentrer plus facilement ces casques-là dans tous les foyers, parce que tout le monde n'aura pas les moyens. Et en effet, je ne sais plus, 4 millions de PlayStation, donc ça fait un super parc pour les VR PlayStation. Okay. Tu parles de Sony, là. Oui, voilà, de Sony, mais tout le monde n'a pas les moyens de se payer ce genre de choses et que surtout ces casques entre 10 et 80 €, ça permet en effet, tout le monde a un smartphone maintenant et ça va permettre justement de vulgariser ça sur le grand public. Alors, bonne nouvelle, Fanny, il y a une personne qui va venir te soutenir dans ton combat en faveur de la réalité augmentée plutôt que la réalité virtuelle. Ce n'est autre que Tim Cook qui a déclaré il y a quelques semaines à Good Morning America, je cite, il y a la réalité virtuelle, voilà, et parmi les grandes évolutions technologiques attendues dans les années qui viennent, il y a la réalité virtuelle et il y a la réalité augmentée. Les deux sont vraiment intéressantes. C'est cette technologie qui est la plus importante. Il part de la réalité augmentée et probablement de loin. Donc on peut penser que si Apple a une préférence aujourd'hui, c'est sur la réalité augmentée. Monsieur X, vous y croyez? Et ce sera le mot de la fin sur ce sujet. Oui, j'y crois en tous les cas beaucoup plus parce que je vois les applications pour le quotidien. Moi, je me souviens d'une des premières applications de réalité augmentée avec laquelle j'ai joué, qui était une application autour des stations de métro parisiennes. Et puis, on a vu Google sur ce terrain et d'autres, par exemple, offrir des services de traduction instantanée. Moi, je l'ai essayé à San Francisco. Tu prends ton iPhone, tu regardes un panneau en anglais, il te le traduit à la volée, en temps réel, à ton choix, en français, en espagnol ou en chinois. Donc, il y a des vrais services à la personne. Et ça, quand ça va vraiment être au point,
Ouais. Ça va se répandre comme une traînée de poudre. Et les constructeurs de smartphones travaillent effectivement, vous le voyez chaque année, à augmenter la puissance des puces pour permettre le traitement de plus important d'informations pour pouvoir rendre possible ce genre de service. Alors, on aborde l'autre famille de produits qui ont été présentés lors de cet event de chez Google. On va parler de Chromecast, de solutions pour la télé et de solutions pour les réseaux Wi-Fi. Chromecast passe à la 4K, Julien, à l'occasion de cet event. Une nouvelle version de Chromecast Ultra HD, 80 €. C'est pas cher pour la 4K à l'heure où l'Apple TV, lui, est facturé 179 €. 229 €, il est toujours en Full HD. Apple prend du retard. Julien. Oui, bah effectivement, la grosse différence, c'est que l'Apple TV, mais bon, tu peux pas comparer d'un côté une Chromecast qui n'est qu'un appareil qui va streamer de la vidéo et qui n'a aucune autre intelligence finalement que la diffusion. Il n'y a pas d'apps en fait, hein, c'est du mirroring. Il n'y a pas de plateforme, il n'y a pas de stockage, c'est juste un device que tu branches à ta télé. C'est juste la fonction AirPlay d'Apple TV. Voilà, c'est la fonction AirPlay du monde Android à l'Apple TV qui a quand même plus d'ambition. Alors, toutes ne sont pas exploitées comme elles devraient l'être. On peut reparler de l'intégration d'HomeKit, etc. Mais en tout cas, le Chromecast, c'était attendu. Moi, ce que je trouve intéressant, c'est le tarif. Parce qu'aujourd'hui, le Chromecast est numéro 1 des ventes GFK un petit peu partout parce que ça coûtait 29 €. Hein. C'était un produit que tu achetais facilement à Auchan en tête de gondole à 29 €. À 79 €, ça va être un peu plus difficile quand même de motiver les troupes. Ouais, tu as toujours l'ancien modèle qui va être là. La réception du public, d'autant que aujourd'hui, on s'adresse à un marché qui reste encore réduit, la 4K, même si c'est bien sûr appelé à être le standard de demain. Aujourd'hui, c'est peut-être un peu cher. Depuis l'arrivée d'applications comme Molotov TV, possiblement MyCanal, hein, d'après nos sources internes, MyCanal devrait arriver très prochainement sur Apple TV. On retrouve un intérêt certain, ne fût-ce que pour regarder la télé, et puis derrière, c'est aussi une console de jeu. Hein. Eh ben, l'Apple TV a comme défaut de coûter un peu plus cher, puisqu'elle commence à 180 € pour le modèle cher, Apple TV 4. Elle est très chère en France, 149 aux États-Unis, 179. Elle ne gère pas la 4K, alors qu'elle a quand même été annoncée récemment et à une époque où la 4K se standardisait. Donc on peut se dire qu'ils vont bientôt sortir un nouveau modèle qui le gérera, mais c'est comme toutes les technologies, ils n'y vont pas tant qu'ils pensent que ce n'est pas prêt et qu'ils ne sont pas les meilleurs pour le faire. Moi, j'utilise l'Apple TV quasiment tous les jours avec Plex, Netflix, Molotov. C'est quand même assez génial et tu n'as pas besoin d'utiliser ton smartphone comme télécommande. Donc c'est moins obscur dans la tête des gens qu'un Chromecast. Parce que le principe de fonctionnement d'un Chromecast, tout le monde ne le pige pas. Ouais. L'autre grande annonce, on l'a dit, c'est du côté des routeurs Wi-Fi. Google veut simplifier le développement des routeurs Wi-Fi, faire en sorte qu'ils ne saturent plus avec un routeur qui s'appelle tout simplement Google Wi-Fi. De quoi s'agit-il, Gonzague ? Alors c'est un routeur Wi-Fi et surtout des bornes Wi-Fi que tu peux utiliser seul ou à plusieurs. Donc tu peux en acheter 3 d'un coup, par exemple, les placer dans ta maison et les bornes vont se connecter entre elles pour étendre la portée de ton Wi-Fi. Le but, avoué à demi-mot, c'est que tu captes partout et donc tu sois toujours connecté à tous les services satellite Google. Un peu partout et elles communiquent entre elles de manière quasiment automatique. C'est pas la seule marque à avoir lancé ça. Il y a eu pas mal de projets Kickstarter. Netgear a aussi sorti un. Netgear, en coup de cœur. Je vais en parler en coup de cœur. Non, ne te grille pas ton coup de cœur. Merci. C'est aussi une manière aussi de vouloir créer un standard pour favoriser l'émergence de ce genre de choses. Alors là, et moi je pose la question, qu'est-ce qu'ils collectent comme données avec ça ? Est-ce qu'il y a une volonté aussi de filtrer les données via l'intermédiaire de réseaux Wi-Fi ? Voilà, les filtrer ou récolter, quels sont tes usages, etc. Parce que évidemment, ils contrôlent déjà Chrome, le navigateur. Ça a l'esprit mal tourné quand même, Tristan. Mais non Peut-être. Plus sérieusement, non. C'est vrai que c'est aussi un point d'entrée pour collecter un maximum de données, d'habitudes de consommation, de croiser des informations, etc. Ils peuvent déjà savoir beaucoup de choses puisque beaucoup de gens vont sur des sites web en passant par Google. Après, il y a les DNS Google, donc tu peux aussi savoir quels sont les sites internet consultés. Ils le font déjà. Et avec le routeur, tu peux faire un peu mieux. Tu peux faire de l'analyse dite de niveau 7. Donc tu peux savoir les gens vont sur Facebook, Spotify, quels sont les services qu'ils utilisent, à quelle heure, et quel membre de la famille, puisqu'il y a une adresse IP différente. Voilà, exactement. Etc. Et comme ils ont un compte Google, tu peux aussi savoir quel âge ils ont. Donc, tu peux recouper beaucoup d'informations. Mais tout ça n'est que du pipi de chat par rapport à ce que va pouvoir faire Google Home. On va parler dans le prochain chapitre. Google Home arrive, l'assistant virtuel de la maison débarque chez Google. C'est ni plus ni moins, Gonzague, que l'équivalent d'Alexa chez Amazon. D'Alexa, mais chez Amazon, l'appareil, tu l'appelles Alexa et tu ne dis pas Amazon.
dis-moi l'heure. Là, tu dis c'est- OK Google. c'est OK Google. Déjà, dis-moi tu es l'heure. d'accord avec C'est- Google. voilà. Ouais, par défaut, tu es d'accord avec Non, mais Google. c'est assez perturbant. Moi, je et- suis d'accord avec Tristan. Ouais. Dire OK Google et être d'accord avec Google, c'est fondamentalement un problème. J'y arriverai pas. Chez moi, c'est Tu un dirais facteur plutôt de OK refus. Cortana, toi, c'est ça? Moi, je veux dire, hey Cortana Non. ou éventuellement dis Siri, je veux bien accepter. OK Google. Mais on peut OK le Google, changer ou non, pas c'est possible. Je sais pas, on n'a pas encore eu en main, mais en tout cas, ils ont essayé de surfer sur le vrai succès qu'a rencontré l'assistant virtuel d'Amazon, qui a cartonné aux États-Unis, il n'est toujours pas disponible en France, et il permet de répondre à plein de questions en fait, comme on pourrait le faire à son téléphone, mais au sein de la maison. Mais là, ça veut dire que chaque membre de la famille peut s'adresser à son assistant virtuel. Tu te rends compte le nombre de données qu'on peut collecter, Ah, mais Tristan. c'est formidable, la perspective d'avoir un micro en permanence connecté à Google qui t'écoute tout le temps. Mais tu as un bouton et si tu appuies expressément, là à ce moment-là, il arrête de t'écouter. Non, mais qu'est-ce C'est que... beau. Sauf s'il y a un bug dans Non. le firmware. Con- Parce que concrètement, Oui, un Ça bug, arrive. là, c'est pas Alors, ou ça une arrive, un feature. bug. Alors c'est vrai que le débat est un peu déséquilibré ce soir parce qu'il devait y avoir Cédric, c'est lui qui devait défendre un petit peu Google parce que c'est un fan des technos de Google. Il est absolument pas inquiet. Il me disait en préparant cette mission que Google exploite ses données. Il serait juste inquiet qu'il ne puisse plus utiliser les services de Google. Voilà, et on peut le comprendre par moment parce que c'est vrai qu'il utilise beaucoup. En quoi, par exemple, ce serait un problème que Google connaisse et enregistre toutes mes conversations avec ma famille? En quoi ça pourrait être un danger concrètement? Par rapport à ce que tu as pu raconter dans ton ouvrage, parce que tu abordes ce sujet-là. Ah ben évidemment. Déjà aujourd'hui, c'est compliqué parce que je vais pas te répondre en 20 secondes. En fait. Oui, mais vas-y, développe. On est là. Achetez le livre. Non mais en substance, si tu veux, on peut imaginer, on peut faire confiance. Enfin, certains peuvent décider de faire confiance à Google en leur confiant ces données en échange de services comme ça. L'inconvénient, c'est que les choses peuvent changer. Déjà, on se rend compte, la récente affaire avec Yahoo, où visiblement le FBI leur a tordu le bras avec un ordre secret de pomper les emails des utilisateurs sans qu'ils ne puissent jamais rien dire, au point même que le directeur de la sécurité n'était pas au courant de la chose et il est d'ailleurs démissionné. Enfin, ça, c'est arrivé chez Yahoo il n'y a pas longtemps. Qu'est-ce qui nous dit que ce genre de chose n'est pas en train d'arriver ou ne va pas arriver chez Google un de ces jours? Il faut mettre ça en perspective avec, par exemple, le fait que Trump est peut-être un de ces jours le futur président Ça semble assez mal des US. Non, mais après, oui, Fanny. Tristan. Alors, Fanny Bah, va moi, essayer de j'ai- défendre un j'ai peu dit- Google quand même ce soir. Non, Vas-y. j'ai pas essayé de défendre Google, mais j'ai essayé de dire un truc, c'est qu'actuellement, il existe des applications qui te permettent de te connecter à des 1500 bases de données de tout ce que tu rentres dans ton téléphone, des applications, etc., qui vont scroller toutes les informations. Et en fait, juste avec ton nom et ta date de naissance, on retrouve à peu près toutes les datas anonymes, parce que comme elles arrivent toutes à être croisées à un moment, on arrive à retracer toute ta vie. Et ça, actuellement, ça se fait très facilement. Donc, en fait, c'est déjà le cas. On peut déjà être fliqué si on le voulait. Et c'est plus qu'il faudrait qu'on ait un comité d'éthique international sur la data qui se mette en place pour que ça reste vraiment anonyme. Parce qu'actuellement, c'est pas le cas. C'est comme on rentre tous au moins sa date de naissance et au moins le nom de sa mère ou au moins le machin. À un moment, même en mettant une information à droite, à gauche, tout se recoupe et finalement, plus aucune data est anonyme. On peut vraiment retrouver qui est derrière les datas. Je suis d'accord avec ça, mais là tu mélanges deux choses. Aujourd'hui, si tu as un micro dans ton studio qui t'enregistre 24 heures sur 24, c'est plus du tout le même niveau. C'est encore pire. Mais... oui, non, mais c'est pas ton dossier médical qui est modifié une fois par an quand tu vas voir ton généraliste. Là, c'est 24 heures sur 24, t'es espionné, et quand c'est pas ton smartphone, c'est ton Google Home. Donc il y a des... On est vraiment dans une échelle ça pourrait différente. déjà l'être par le smartphone. Peut-être que pour rendre ça un tout petit peu plus concret, Tristan, ce que tu veux dire, c'est que cet espionnage, alors j'aime pas trop le terme espionnage, mais je vois bien ce mouchard placé chez toi pourrait collecter des données qui seraient détournées finalement à des fins commerciales pour te proposer des produits, des services qui c'est déjà le cas avec coller, Google, à tes habitudes et à ton style de vie. Oui, bien sûr. C'est le business de Google. Sur le search, mais bien sûr. Mais imagine effectivement si ce micro est
comment dirais-je, connecté à une intelligence artificielle qui analyse finement les périodes de présence pendant lesquelles tu es chez toi, pendant lesquelles tu n'es pas chez toi, avec qui tu parles. Tiens, mais ce mec qui est chez toi ou cette nana, elle appartient au compte Google Intel qui peut faire des rapprochements. Enfin, on peut imaginer des scénarios quand même où il y a des vraies craintes sur la vie privée et également des vraies craintes sur l'utilisation publicitaire qui peut en être faite. Parce qu'aujourd'hui, le tracking Google sur le search, il est presque gentillet par rapport à ce scénario. Ouais, mais c'est là où Cédric te dirait, mais j'adore qu'on me donne la bonne marque de couche à la bonne heure et que je puisse acheter le bon produit. Et qu'on me rappelle d'acheter le pain avant de rentrer à la maison. Bien sûr, non, mais je suis assez d'accord. C'est ce que Cédric te dirait s'il était là. Malheureusement, il n'est pas là ce soir, on va l'engueuler. On va revenir de manière sérieuse sur l'avenir de ces traitements de données, l'intelligence artificielle, tu l'as dit, et Sandip Pichai a beaucoup insisté sur le fait qu'on a rentré dans l'ère de l'intelligence artificielle, non plus dans l'ère du mobile. Mais avant, je voudrais quand même me tourner, avant d'aborder le busomètre, me tourner vers Monsieur X. Il y a depuis quelques mois, quelques semaines, des rumeurs récurrentes comme quoi Apple lancerait son propre assistant virtuel pour la maison. Est-ce que tu y crois à titre perso ? Oui, moi j'y crois complètement. Et pas uniquement parce que tout le monde dit que ça va arriver, à commencer par Facebook en avril dernier avec la conférence F8, mais tout simplement parce que l'interface voix a l'air suffisamment mûre pour que ça devienne peut-être le moyen d'interagir le meilleur, le plus rapide avec nos objets dans les années à venir. Et Apple ne peut pas rester en dehors de cette course. 1. 2. Apple est quand même le champion à révolutionner ces 30 dernières années. Les interfaces homme-machine, c'est sa spécialité et sa différence. Donc, ils se doivent d'être en avance là. Donc oui, ça va arriver chez Apple. Et espérons qu'ils fassent ce saut là, d'innovation qu'on a tellement et qu'on n'a pas eu avec Siri, notamment en français, parce que je le répète, le problème avec toutes ces technos, c'est qu'elles marchent correctement en anglais. Et dès qu'on passe en dehors de la langue de Shakespeare, l'expérience, elle chute vraiment. Ouais, surtout qu'on n'a pas encore de disponibilité encore officielle de Google Home en France. Par contre, j'ajouterais juste un mot. Oui, pour conclure, très rapidement. Effectivement, moi je suis comme Monsieur, je crois à ce scénario, et je dirais qu'en plus il légitime ce que j'évoquais un peu plus tôt, c'est-à-dire HomeKit pour Apple, qui aujourd'hui sur l'Apple TV, c'est une connerie, parce que quand ton Apple TV n'est pas branché, parce que ta télé est éteinte, HomeKit ne sert à rien. Alors qu'effectivement, dans ce scénario, oui, d'accord. Effectivement, tu peux avoir un iPad. Ok. Mais dans ce scénario, je pense que ça légitimerait un peu plus HomeKit. Alors, pour conclure sur Google Home, il prend en charge plusieurs services, YouTube bien sûr, YouTube Music, Spotify, bonne nouvelle Gonzague, Pandora, Google Play Music, TuneIn et iHeart Radio. Et il permet également de caster, un peu comme la Chromecast dont on parlait il y a un instant. Donc il y a quand même pas mal de services concrets qui apportent une vraie valeur ajoutée. Et en plus, bien sûr, de pouvoir piloter vos Philips Hue en IFTTT, les choses comme ça. On va voir comment ça va se développer. On verra si ça va arriver en France. Le prix, je ne vous l'ai pas donné, c'est autour des, je cherche, $130. Merci Gonzague. On passe à la mi-temps de Fanny. Fanny, on a quelques questions ce soir. Oui, alors quelques-unes. La première, pourquoi Paul n'est plus dans On refait le Mac, notre cher Paul, Ronnie? Paul, vous le savez, il est étudiant, donc il poursuit ses études. Il mène aussi des projets ambitieux personnels dans les médias. On a hâte de voir ça. Et donc, il a malheureusement plus le temps de nous rejoindre chaque semaine. On espère qu'il pourra revenir nous voir bientôt. En attendant, Paul ne fait plus partie de l'émission pour le moment. On leur espère le revoir bientôt. Autre question, Fanny. Il nous a abandonnés, mais on va lui mettre une petite calotte derrière la tête pour le faire. Une autre question. On nous demande les Pixels, est-ce vraiment des téléphones premium avec un port mini jack? Est-ce bien sérieux? Ouais, enfin ça va, c'est un peu facile de pointer le port mini jack, mais je crois qu'on a oublié une chose importante à dire sur le Pixel. Quand on parle de port, Google a fait les choses bien pour aider les gens à partir de leur iPhone. C'est qu'avec un simple câble et une application, tu vas pouvoir migrer pas mal de données de ton téléphone directement en les branchant les deux ensemble. Ils appellent ça Google Suite, je crois. Tout s'appelle Google quelque chose. Bah oui. C'est plutôt malin. Ouais, ils répondent à l'assistant de migration d'iOS 9 qui était apparu l'année dernière. Il y avait autre chose dont tu voulais parler, je crois, Julien. Mais oui, c'est que la bonne nouvelle, c'est que cet assistant de migration ne servira à rien en France, puisque le smartphone n'est pas disponible ni commercialisé en France. Ouais. Donc, voilà. Monsieur, vous qui évoluez pas très loin du milieu des opérateurs, c'est potentiellement un produit qui pourrait être distribué par des opérateurs en France ou pas du tout? On n'est pas du tout dans cet univers-là. Bah oui, complètement. Si tu veux, un produit de Google haut de gamme avec
des beaux services, pourquoi les opérateurs le vendraient pas? Après, il suffit de se mettre d'accord sur l'accord commercial, les marges, et ça, c'est toujours plus dur. Allez, il est l'heure de passer au busomètre. Allez, le busomètre avec Gonzague. Eh bien, écoute, ce qui ressort en top du classement, c'est un Apple Event en octobre, et on va comprendre pourquoi dans la suite du classement. Donc ça, c'est une rumeur qui est très très forte. Vers le 24, hein, derrière les dernières. Voilà, fin de mois, c'est ce on qui va est être fixé, allez, en et gros, on la est semaine prochaine. hein, très pressé. Oui. Et pourquoi ça correspond à notre deuxième rumeur? Parce qu'on parle de nouveau MacBook Pro, donc évidemment, il serait annoncé durant cet Apple Event. Donc là, 4 étoiles, c'est qu'a priori, Voilà, aussi, on y croit très fort. Enfin, du moins, on espère. Un peu Non, costaud. mais il faut. Ça fait quoi? Ils sont fait tellement longtemps qu'ils sont restés avec On leur est vieux design. d'accord. Là. Ouais, il serait temps de renouveler On un veut petit peu. des nouveaux Mac. Un nouveau design, justement, il y aura peut-être. Alors, donc ça, c'est dans la suite. Ouais. Tu grilles les étapes, Bah, Olivier. excuse-moi. Une rumeur moins forte, en numéro 3 du busomètre, c'est que Apple abandonnerait la puce Intel dans ses ordinateurs. Pourquoi? Parce que finalement, ils sortent des puces de plus en plus puissantes, notamment dans les smartphones et dans les tablettes. Pourquoi pas dans les ordinateurs? Transition qu'ils avaient déjà fait dans le passé, dans l'autre sens. Ça fait quoi, 10-11 ans, donc c'est Voilà. bien une bonne décade. Voilà, donc, un cycle. surtout qu'ils ont trouvé dans le code d'OS 10, enfin de macOS maintenant, il faut dire comme ça, des références à des puces sous iOS, ARM, qui laisseraient penser que Oui. Apple travaille au ces portage de références- macOS sur ARM. Ces Brièvement, références dans les Julien. API de macOS étaient déjà là dans de précédentes versions. Donc il faut juste leur donner le crédit qu'elles méritent. C'est-à-dire, C'est pour ça qu'on a là, mis que 2 étoiles. ça arrivera. J'en suis convaincu, mais peut-être pas tout de suite. Ouais, ça va prendre du temps, c'est un long Voilà. chantier. donc Avec là, des pincettes. Quatrième rumeur. On y croit plus. Beaucoup d'étoiles, un ruban LED tactile, enfin OLED tactile en haut des MacBook Pro. Pourquoi Qui faire un servirait ruban LED? à être contextuel. C'est-à-dire, si tu es dans Spotify, on t'affiche des touches qui correspondent à ton application. Si tu es dans iMovie, on t'affiche des choses qui correspondent dans Safari, etc. Dans Cozy Cloud. Indispensable. Voilà, donc ça, c'est une rumeur très C'est pour ça forte. que tu veux Et le là nouveau aussi, il y a eu du code qui a été trouvé dans macOS Sierra relatif à ces fonctions. Et ça remplace justement les touches de fonction. Ça C'est-à-dire remplace que c'est- ce bandeau qui finalement est un peu daté aujourd'hui parce que est-ce qu'on change en permanence la luminosité de son écran? Est-ce qu'on Ouais. appuie sur ces touches? Non. Peut-être qu'Apple mesure même Et l'utilisation. c'est un premier pas vers des solutions tactiles, voire même peut-être un jour un Mac tactile, c'est mon grand dada. Dernière rumeur, Gonzague. Dernière rumeur, un iPhone double SIM. Alors cette rumeur, 7. voilà, un iPhone 7, bon, forcément, parce que les autres sont déjà sortis. Ouais. Peu de crédibilité accordée à la chose. Il y a pas mal de constructeurs qui font ce Il y a une type- raison pour ça, qui pourrait expliquer pourquoi Apple ferait un iPhone 7 Ah bah, double SIM. déjà, moi je pensais qu'ils allaient faire un iPhone sans SIM, comme ils ont fait avec l'iPad qui est capable de c'est vrai, fonctionner tu as sans raison. qu'on mette de SIM dedans. J'étais surpris que ça ne soit pas le cas avec l'iPhone 7. Non, mais il y a des pays comme la Chine, notamment, où Apple a un peu de mal en ce moment, où Oui, mais tous les c'est- téléphones quasiment sont double SIM. Voilà, mais c'est pour Donc ça. La rumeur est et- peut-être traînée de et ça. C'est ce que j'allais dire, c'est un marché asiatique très important pour eux, où c'est important. En France, avoir 2 cartes SIM, c'est pas tellement utile. Bien, on arrive enfin à la partie où on va un petit peu débattre de la stratégie de Google, de la collecte des données. C'est tout de suite, c'est maintenant dans le chapitre suivant. On va essayer de prendre un peu de recul. Donc, on a déjà un petit peu anticipé, vous l'avez compris, lors de la présentation hardware des différents produits de Google. Qu'est-ce que cachent ces annonces matérielles de Google? Alors, Sundar Pichai a ouvert les hostilités en introduction de la keynote. Il a donné le ton. L'informatique connaît des révolutions sur un cycle d'environ 10 ans. Le dernier cycle en date, c'est le mobile. C'était le mobile. Maintenant, on va passer au cycle de l'intelligence artificielle. Et le cœur de cette stratégie de l'intelligence artificielle, c'est Google Assistant, Tristan, qui collecte et qui vont développer un assistant qui va collecter des données sur ton téléphone, sur ton ordinateur, à la maison avec Google Home, sur ton Chromecast éventuellement, enfin partout en clair. Ah bah, ils collectent déjà énormément de données, puisque si tu as un compte Et Gmail, Google Allo ils savent aussi, à qui tu parles, de quoi tu parles, Google Search, c'est à quoi tu penses. Enfin bon, déjà on était pieds et poings liés, mais là ça y est, ça s'étend et l'Internet des objets Alors, et de la maison. Pour se faire un augmente ça petit encore. peu le Cédric de la cause et l'avocat du diable, la raison première, c'est de collecter un nombre toujours plus important de données personnelles afin de répondre le plus précisément possible à chacune des requêtes. En clair, répondre au mieux à un service au départ. C'est une volonté, Oui. entre guillemets, pure. Oui, tout à fait. Le problème qu'il y a avec, c'est qu'il y a des conséquences qu'on se refuse de voir, parce qu'évidemment, les constructeurs, les Google en tête, vont pas dire attention, il y a des problèmes. Non, ils vont nous bercer avec des discours marketing très flatteurs, c'est l'avenir, etc., etc. Le vrai problème, et ça on le sait depuis longtemps, mais a été clairement énoncé par les révélations de Snowden depuis juin 2013, c'est que en substance,
c'est la collecte et la centralisation des données dans les data centers de Google et pas seulement Facebook et compagnie. Tout le monde a des data centers aujourd'hui. Mais cette centralisation des données, c'est ça qui rend économiquement possible la surveillance de masse. D'accord. Je sais pas, vous connaissez peut-être Monsieur Godwin, qui a fait la première loi de Godwin, qui est sur Hitler dans les forums. Voilà. Eh bien, il a une deuxième loi, Monsieur Godwin, et il dit que la collecte de données et la surveillance, c'est l'équivalent du crack, la drogue, pour les gouvernements. C'est-à-dire que de toute façon, les gouvernements, quand ils ont accès, ils cherchent toujours à collecter de plus en plus de données et ils ne peuvent pas le faire parce que c'est très compliqué. C'est très cher, accessoirement. Et c'est très cher. Mais dès lors que on donne volontairement ces données en achetant nous-mêmes avec notre petit argent des Google Home, des smartphones, etc., qu'on a dans notre poche, qui collectent ces données et qui les mettent dans des data centers centralisés, là, il n'y a rien de plus facile. Et on l'a vu avec l'affaire Yahoo et on l'a vu avec tous les noms de code de la NSA. Plus récemment avec la CIA, avec le FBI qui voulait déplomber exactement, l'iPhone 5C. C'est extrêmement tentant pour eux et s'ils peuvent mettre la main sur ces données auprès de ces grands services centralisateurs de données, et bien là, on est mal parce qu'on ne sait pas de quoi l'avenir est fait. On avance vite parce que notre ami Tristan a quelques obligations après cette émission, donc on essaie de conclure. On sait que Google a multiplié ces dernières années pas mal de travaux en matière de machine learning avec des réseaux de neurones artificiels. Là, on arrive, je dirais, que tu parlais de Goldwyn, on arrive à matérialiser ce rêve de ces États qui veulent collecter un maximum de données parce qu'on a les moyens techniques de le faire aujourd'hui. On a la technologie. Voilà, et parce que nous, utilisateurs, on participe à ça en achetant du matériel, en donnant notre accord pour cette collecte de données, parce que, en gros, les services aujourd'hui sont des services centralisés. Ouais. Mais on n'est pas obligé d'avoir des services centralisés pour que les choses fonctionnent. Apple le démontre finalement très bien, puisque Apple refuse de collecter beaucoup de données. Par exemple, nos empreintes digitales, elles restent dans l'iPhone elles ne sont pas envoyées à un serveur centralisé. On va en parler d'Apple, mais en deux mots, en clair, je dirais que la suspicion, elle n'est pas en direct envers Google, elle est en fait que Google peut très bien se faire pirater et donc que n'importe quel État pourrait accéder à nos données confidentielles. Ils peuvent se faire pirater, ils peuvent avoir des employés malveillants, c'est déjà arrivé à plusieurs reprises, qui utilisent les données stockées par Google pour mettre des utilisateurs dans l'embarras, et ils peuvent très bien recevoir des requêtes du FBI ou de la NSA, ou se faire pirater par la NSA, pour voir nos données fuitées. Au-delà, Monsieur X peut-être, ou Julien, on est quand même une première étape. Hein. Bien sûr, on l'a vu avec Google Home, il collecte la voix, mais Sundar Pichai l'a expliqué lors de l'event et de la keynote. Hein. Aujourd'hui, ils ont des technologies qui peuvent faire de la reconnaissance visuelle également, donc ça pourrait aller beaucoup plus loin en matière de collecte d'informations, y compris via des caméras. Là, aujourd'hui, ils auraient un taux de reconnaissance positive de 93,9%, donc ils ne sont pas très loin d'avoir trouvé la solution. Bref, l'enjeu, Julien, Monsieur X, c'est que c'est parvenir à ce que ces serveurs, ces ordinateurs parviennent à apprendre tout seuls en collectant ces données et se développent d'une manière automatique. Ça fait un peu quand même penser à Big Brother quelque part, Monsieur X. Oui. Mais les machines apprennent par elles-mêmes. Non, mais tu vois, je mets un silence après. Ouais. Et alors, moi, c'est jamais un problème. On en revient à la question de base, qui est la finalité de tout ça. C'est pour ça que moi, je suis pas naïf, mais bon, j'ai une approche naïve qui est un peu celle de Cédric au départ, qui est de dire si c'est pour du mieux, essayons. Parce que moi, je fais partie des gens qui considèrent qu'ils ont absolument rien à cacher. Ça fait un peu bizarre de dire ça, mais. Oui. Mais grosso surtout quand on modo, s'appelle Monsieur X. On s'appelle Monsieur X, la photo est le foutée, mais j'ai rien à cacher. C'est vrai. Non, mais je doute. C'est le jeu de l'émission, mais continue, Monsieur X. Non, mais voilà. Donc, par contre, je ne mettrais pas, moi, des produits comme Alexia, par exemple, chez moi, parce que j'ai rien à cacher à partir du moment où je suis dans une démarche volontaire. Là, effectivement, ça a été bien dit. Le risque, c'est qu'on l'oublie. Et j'ai pas envie, si tu veux. Effectivement, qu'on enregistre des choses qui sont plus de la démarche volontaire, mais qui sont du permanent. Alors ça me dérange, mais aujourd'hui, on a les moyens de stopper ça. Et puis les gens oublient aussi une chose, c'est qu'on a Gmail depuis peut-être 15 ans maintenant. Là, oui. Et quand on s'était inscrit à la bêta de Gmail, c'était marqué, et c'est toujours dans les conditions générales d'utilisation, vos données appartiennent à Google. Les gens l'ont simplement oublié. C'est la relation de base que nous avons à cette entreprise. Alors maintenant, c'est plus intrusif, voilà. Mais vous pouvez ne pas le faire. Donc moi, je suis vraiment sur la ligne de dire laissons évoluer la technologie. C'est
la mise sous contrôle en termes d'utilisation par les utilisateurs qui est importante, et puis rester conscient de ce qui se passe pour pouvoir dire non si on n'en a pas envie. Gonzague, Google, c'est gratuit, mais c'est toi le produit. Bah oui. Alors, pardon. Tu disais qu'on en était à une première étape. Moi, je pense qu'on en est à une deuxième étape. La première étape de Google, c'était de nous faire taper des choses dans son moteur de recherche, nos mails, etc. Le PC, remplir des formulaires, Mac, ouais. comme disait Fanny tout à l'heure. Là, on entre dans l'étape où c'est en permanence en train d'écouter, de reconnaître ce qu'on fait. Et c'est là que c'est beaucoup plus insidieux. C'est que c'est tout Mais le vous temps n'êtes pas actif. obligé d'utiliser les produits Google. Non, mais, Mais je suis moi-même utilisateur des produits Google. Hein. Je dis juste que. Cette émission a été faite sur GDoc. Et d'ailleurs, c'est aussi intéressant, c'est qu'avant, la première étape des produits Google, c'est des produits tous gratuits. Le search, Gmail, etc. C'est gratuit. En échange, tu donnes des infos. Là, on va payer des smartphones, payer un Google Home, payer un Google Wi-Fi, tout ça. Et donc, on les paye et en plus, ils font de l'argent sur nous. C'est intéressant. Sans moi. Ouais, au-delà, on peut penser que le premier avantage que tirera Google, c'est un vrai avantage commercial parce qu'il connaîtra ses utilisateurs sur le bout des ongles. Il pourra donc vendre de la publicité comme il le vend si bien, ciblé, comme il le fait si bien aujourd'hui pour son moteur de recherche. Demain, ce serait au quotidien. C'est plutôt une mauvaise nouvelle pour les régies publicitaires concurrentes de Google. Ah ben, clairement. Moi, je me demande même dans quelle mesure on n'arrivera pas dans un futur proche à avoir une informatique à deux vitesses avec des gens qui ont moins d'argent et qui prennent des produits Google parce qu'ils sont moins chers et qui se font abreuver à coups de publicité ciblée et qui abandonnent leur vie privée. Et puis des gens qui ont plus d'argent, peut-être servis par des sociétés comme Apple, qui sont plus respectueuses de la vie privée. Tu payes plus cher, mais au moins, tu n'as pas de publicité. Quand on pense qu'il y a quelques années, on faisait ce procès à Microsoft avec un Windows à deux vitesses. Oui, c'est assez intéressant ce que tu dis, Julien, parce que souviens-toi, il y a 15 ans, le Big Brother, c'était Redmond face à Apple. Les rôles se sont inversés. Est-ce que finalement, ce n'est pas des cycles naturels? Microsoft a arrêté le cycle du cloud dans son temps ou du moteur de recherche et a laissé éclore Google. Est-ce que dans 10 ans, Google, ce sera du passé? C'est pas impossible, mais en fait, ce qu'il faut souhaiter, c'est que ça soit le cas, ou en tout cas que Google ait suffisamment de concurrence pour l'obliger à devenir un bon citoyen en termes de moindre collecte des données. Ça viendra peut-être, mais mais c'est à nous en tant que clients et ou utilisateurs de décider de ce qu'on veut. Alors encore une fois, dans l'esprit, il faut bien le reconnaître que dans l'esprit. Microsoft fait un data center en France, d'ailleurs. Oui. Microsoft lance un data center en France pour résoudre un de ces problèmes-là. En vrai, l'endroit où sont stockées les données, ça change rien. Quand un gouvernement te tord le bras pour donner des données, tu les donnes. Surtout quand on est une entreprise. On est d'accord, mais ce sera en France. Tu vois, ça c'est une démarche marketing. De Microsoft, ça change quelque chose pour les entreprises, parce que quand tu es une entreprise, t'as pas envie d'avoir tes données qui sont stockées. Allez, je pense que c'est juste rassurant. Je reprends vite la main parce que vraiment la maîtrise doit partir. Je voudrais bien faire réagir sur Apple, mais d'abord je voudrais vous faire réagir sur la question qu'on vous a posée cette semaine sur Twitter. Allez Fanny, quelle était donc la question et le nombre de réponses et qui a gagné quoi en clair? Faut-il avoir peur de Google? Alors, écoute, l'utilisation grandissante de vos données personnelles dans les produits Google vous inquiète-t-elle? Oui à 70% et non à 30%. Donc c'est quand même un oui massif. Les gens ont peur. Oui, c'est un plébiscite, moi je dirais. Ouais, mais on est quand même bizarre, c'est qu'on a peur, mais on l'utilise tous. Oui, ce qu'on peut reprocher à Google aussi de manière générale, c'est qu'il peut-être soit un peu plus explicite sur le fait qu'effectivement c'est gratuit, mais qu'ils exploitent les données et c'est pas forcément marqué en gros, en large et en travers. C'est plutôt en bas à droite, en sortant. C'est pour ça que j'ai écrit mon livre. C'est pour essayer d'expliquer aux gens et que les gens, il faut qu'ils le sachent. Et aujourd'hui, les gens le savent pas parce que, regarde, nous, on est des geeks, on s'est intéressé au problème, on se pose des questions, mais la plupart des gens sont en fait assez challengés par l'utilisation de l'outil informatique et donc déjà il a fallu leur expliquer Google et ils sont un peu impressionnés. Alors ils ont aucun recul par rapport à tout ça. Nous on a de la chance. Allez, pour conclure ce sujet, on va vite parler d'Apple et on va la comparer brièvement avec la politique et la stratégie de Google. Tristan, Apple a vraiment pris le contre-pied de Google en matière de stratégie et de confidentialité de données puisqu'ils cryptent leurs données. Est-ce qu'on peut vraiment est-ce que tu confirmes que la vision est vraiment différente? C'est pas du storytelling? Alors je pense pas que ça soit du tout du storytelling. Peut-être que c'est amplifié parce que ça fait partie d'une stratégie marketing, mais fondamentalement, et je dis pour l'avoir vraiment
passer au grill la responsable de la confidentialité d'Apple Monde quand je l'ai rencontré. Ils sont extrêmement... T'en parles notamment, il y a un chapitre qui est consacré dans tout ton à fait. bouquin, hein. Et ils sont extrêmement sérieux et les documents d'architecture de l'iPhone sont extrêmement clairs là-dessus. Leur bataille contre le FBI, où vraiment ça a été douloureux, c'était vraiment quelque chose. Donc je pense qu'il y a une véritable... Oui, je pense ils ont raison de l'être. Comment on peut expliquer justement qu'une entreprise qui soit une entreprise privée finalement à l'image de Google, dans le boulot finalement, c'est de gagner de l'argent, c'est pas l'intérêt général comme un État, se saisit de ce combat-là. Pourquoi Apple aujourd'hui a ce positionnement-là justement par rapport à Google? Eh ben parce qu'ils ont un business model qui est complètement différent de celui de Google. Historiquement, Google et leur vrai métier, si tu regardes sur la page Google About, eh bien, tu verras que ils veulent organiser l'information du monde. Autrement dit, il faut qu'ils collectent toute l'information du monde pour pouvoir te la redonner le moment venu. C'est ça leur modèle. Chez Apple, ils te vendent du matériel et ils te le vendent avec des marges qu'on sait franchement confortables, ce qui fait qu'ils n'ont pas besoin ensuite d'aller monétiser tes données personnelles. Et ça change tout. Oui. Et c'est pour ça que j'ai abandonné Android et que maintenant j'ai un iPhone. Bien. Concrètement, ça veut dire quoi? Ça veut dire que Apple considère que quelque part, aujourd'hui, c'est pas encore, on en parle ce soir de manière abondante, mais c'est pas non plus un sujet qui préoccupe vraiment le grand public aujourd'hui. La confidentialité des données, ça va peut-être le devenir, et qu'à terme, la politique de Google peut être un argument d'Apple, peut-être un argument de vente pour acheter un iPhone plutôt qu'un téléphone Android. Concrètement. Très clairement. Très clairement. Ce sera un argument de vente. Nous, on crypte vos données, on ne veut pas connaître votre vie privée. Tout à fait. À terme. Je pense que en fait aujourd'hui là, on est tels les apprentis sorciers. Google fait des choses en termes de collecte de données. Il y a eu un certain nombre de scandales. Il y a eu les révélations de Snowden. Il y a eu le Celebgate avec des données qui ont été volées, etc. Les gens commencent à prendre progressivement conscience qu'il y a un problème de fuite de données et de surveillance de masse. Ça pourrait en tout cas expliquer, Fanny, pourquoi Tim Cook était si véhément envers le FBI l'année dernière et pourquoi il s'est autant mis en avant et en première ligne, interview, déclaration multiple, alors qu'il est plutôt discret d'ordinaire, parce qu'effectivement, ça pourrait être un argument de vente massu contre Google, parce que là, Google peut pas répondre à ça aujourd'hui. C'est son business model. Non, oui, c'était un bon argument de vente, mais en effet, ils auraient sûrement dû céder si l'État avait voulu vraiment à la fin et pas réussi par leur propre En tout cas, ils avaient dit qu'ils céderaient jamais. Voilà, mais ça ils l'ont dit, mais il y a un moment où tu sais quand tu arrives avec un mandat machin, il faut pas non plus abuser, mais voilà, donc oui, c'est un bon argument de vente. Après, est-ce que c'est réel? On se souvient des photos. Quelle publicité, ça aurait été énorme. Non, mais le discours est superbe et j'encourage la démarche. Mais par contre, comme on utilise des services Google sur notre iPhone, ça nique un peu très juste le principe. Monsieur c'est ça, il y a plein de services Google qui sont mieux. Je veux dire, ne serait-ce que Maps. Bien sûr, Plan est à côté. Plan est dans les choux, quoi. C'est clair. Monsieur, une réaction justement à ces stratégies, au décryptage de Tristan, en disant que voilà, à terme, le fait d'assurer une confidentialité des données sur son smartphone ou sur son ordinateur constituera un argument de vente massu pour Apple par rapport à Google. Pas en tant que tel. Je répète ce à quoi je crois. C'est pas la collecte des données qui est un problème, c'est la capacité clairement à dire je veux que vous le collectiez, enfin je vous autorise ou je veux pas, comme une simple notification. Donc le vrai argument de vente, la vraie fonctionnalité, c'est je le fais en conscience et j'accède à des services ou je veux plus. Voilà, donc je dévalide un truc dans l'option de mon portable qui tourne Google OS. J'envoie plus aucune donnée, je partage plus aucune donnée. En contrepartie, j'aurai peut-être des moins bons services de géolocalisation, etc. Donc la clé, ça va être de donner le pouvoir à l'utilisateur. Maintenant, moi, je préfère iOS, mais pour d'autres raisons. Aussi parce que y a cette possibilité, y compris au niveau des diagnostics du système d'exploitation, de dire non. Tout simplement. Et ce sera le mot de la fin. On va libérer Tristan. Merci de nous avoir rejoints ici à 42. Je vous invite vraiment à parcourir et à lire en long, en large, en travers ton dernier ouvrage. On peut même le télécharger, je crois, sur... Oui, Moyenne en finance. C'est un e-book. C'est un livre qu'il faut acheter. Oui, il faut valoriser. Mais il est sans DRM. Il est sans DRM. Donc on peut si vous l'achetez chez l'éditeur, il n'y a pas de DRM. Merci Tristan d'être venu. Tu es ici chez toi. Tu reviens quand tu veux. Merci.
Et quant à nous, on va passer au coup de cœur. Allez, les coups de cœur, on commence tout de suite avec Gonzague. Mon coup de cœur, c'est une application que j'utilise depuis assez longtemps qui s'appelle Scannable, qui est faite par Dropbox, qui permet de scanner des documents et en fait qui élimine toutes les impuretés qu'il y a autour et qui aplatit l'image et qui permet après de l'envoyer, de le mettre dans Dropbox. Donc ça marche même si on n'a pas comme Dropbox. Biactol, c'est ça, ça enlève les C'est un peu que voilà, tu vois ce que tu devrais utiliser plus souvent. Non, je vous permets pas. L'anti-ride. C'est pour ça. Oh. C'est un anti-ride Non, pour on scan. n'attaque pas le physique, s'il vous plaît. D'ailleurs, il y aurait long à dire. Non, je rigole. Blague à part, donc Scannable, super pratique. Bon, très bien. C'est mieux que Scanbot? Je n'utilise pas Scanbot. Tu devrais essayer Scanbot. C'est très bien Scanbot. J'aime beaucoup Scanbot. Mais bon, passons. Fanny, justement, puisque tu as pris la parole, quel est ton coup de cœur ce soir? Mon premier coup de cœur, c'est le casque Dream de chez Razer. C'est un casque qui vous permet de plonger en sommeil profond et de le rester toute la nuit. Donc ça y est, les premières versions sont arrivées. Ça marche vraiment. Et bah écoute, je vais commencer à tester ce soir. Moi, j'utilise le vin rouge. Ça marche bien. Par contre, moi j'ai arrêté l'alcool. Moi, je ne bois pas, je ne fume pas et je vais prendre soin de mon sommeil. Voilà, on s'arrêtera là, Fanny. C'est hyper intéressant parce que c'est le... Non, c'est le début de... Oh, mais il est infernal ce soir. C'est un petit bout laser parce qu'en fait, là, pour le coup, c'est de la data. Ça va analyser plein de data sur mon cerveau et ça m'intéresse beaucoup parce que ça va aller beaucoup plus loin. Ça va t'afficher des pubs dans tes rêves. Ouais, mais non, Google sort de ce ils corps. disent le truc ultime, le truc ultime, ça sera de te faire revivre tes pires cauchemars. Ça sera la torture la pire qui soit. Bon, très bien. On pourra viser. Allez, second coup de cœur, Fanny. Mon deuxième coup de cœur, vous verrez cette magnifique photo de famille du monde du jeu vidéo avec Axel Lemaire au milieu. Non. Juste derrière elle, si. C'est qui la dame à côté de Fanny Boutan? Voilà, c'est ça. Et donc en fait, c'est une photo qui a été prise pour Peggy. Peggy, c'est pas Peggy la cochonne, je t'attends. Oh, mais non, je ne peux même plus sortir mes vannes de maternelle. De plus de moins de 40 ans, on ne peut pas connaître. C'est la norme pour les jeux vidéo. Et c'est important que les parents fassent attention parce qu'il y a beaucoup de gens qui croient que c'est le niveau de jeu à partir duquel on peut jouer. Non. Et non, en fait, c'est comme pour les films. Quand il y a marqué plus 18, c'est interdit. Au moins de 18 ans. Voilà. Ouais, il faut éviter ce genre de jeu. Voilà. Donc voilà. C'est important. Quand c'est les parents qui achètent les jeux, mais ce qui n'est pas souvent le cas. Voilà. En même temps, on ne joue pas à Call of Duty à 11 ans. Non. C'est un peu bizarre parce qu'on leur interdit de jouer à des jeux violents, mais on les laisse regarder les infos dans lesquelles il y a un nombre de gens. Non, mais ça instruit les informations. Les journalistes sont là pour dire la vérité. Elle est morte. Bon, bref. Oui, Fanny. Ce qui est marrant, c'est que les mamans disent qu'elles vont pas, elles regardent pas les pornos avec leur père, ils regardent pas les pornos avec leur père, mais par contre, ils jouent aux jeux vidéo et à Call of Duty avec leur père. Et moi, tu vois, si tu veux, c'est un peu le même type de violence. Voilà, il y a des choses. Chaque âge, Je me vois plus jouer à Call of Duty avec mon père que regarder un porno avec mon père. Moi aussi. Mais bon, je sais pas. Écoutez, bon voilà. On va essayer d'enchaîner, ce qui est pas évident avec Monsieur X. Monsieur X pour le porno, c'est pas mal. Alors, moi, des coups de cœur, j'en ai plein. Le premier. Tu en as plein, surtout que tu n'as quasiment pas fait d'émission de début de l'année, Feignant. Continue. Absolument. Allons-y. En fait, d'abord, du matériel, un produit de chez Dyson, cette marque anglaise, et avec un nouveau ventilateur qui s'appelle le Dyson Pure Cool. Alors, qu'est-ce qu'il a de mieux? En fait, il est intègre... cool, c'est marqué dedans. Ouais, il est cool déjà. Et puis, il intègre pour la première fois un filtre anti-particules allergènes, ce qui est vachement important pour moi parce que j'ai mes filles qui sont allergiques. Tester, approuvé. Ouais, à tout. À tout. Je l'ai. Tu es allergique à tout, toi aussi? Non, j'ai le même. D'accord. Je l'ai aussi l'allergie. Je l'ai aussi, les filles allergiques, non. Bon, et je le fais tourner moi depuis 3 mois. Ouais. Et le verdict est tombé de ma fille aînée. Elle m'a dit depuis qu'il y a ça à la maison, je me mouche beaucoup moins, voire je me mouche. Donc ça filtre en permanence, c'est ça, c'est pas qu'un ventilateur. Ça filtre en permanence. Alors tu peux le programmer, détection automatique d'un certain nombre de seuils de particules. Ouais. Tu peux le contrôler à distance. Tu as une app pour ça, iOS d'ailleurs. Tu as une app iOS, Android. Il est Wi-Fi. Il faut qu'on teste. Il est Wi-Fi. Il est magnifique. Il a un défaut. Il est cher. Ça commence à 450 € pour le modèle que j'ai. Un produit Dyson qui est cher. C'est original. L'Apple de l'électroménager, on peut le dire quand même. Voilà, mais c'est un magnifique produit. Il ventile, oui. Oui. Il ventile et il exprime. Il fait le chaud, le froid, il filtre l'air, il se déclenche. Ah, ça fait chauffage. Ça fait plein de choses. Non, ça, c'est un vendeur de première. Ah, comment ça, il fait pas chauffage? Juste ventilateur. Le tien. Mais le sien, il fait chauffage. Mettez-vous d'accord. Si, il chauffe l'air.
Ah, pas le Pure Cool qui filtre Pas les, le modèle à les 400 euros, particules. mais le modèle à Non. 500. Vraiment, il existe. Peut-être. Bon, mon deuxième coup de cœur. Oui, monsieur X. Bien connu, mais moi je le teste que depuis, on va dire quelques mois, depuis que j'ai la fibre. C'est l'option Ultra HD, donc 4K de Netflix. Oh, bien connu, il va Bah fort, ouais, hein. mais Netflix, quand on a une télé 4K et la fibre et qu'on a cette option Ultra HD, bah c'est carrément génial. Ça fait peur tellement l'image est belle. Ouais. Et puis aussi une chaîne Ultra HD qui est sortie cet été, qui est pas très connue, que vous avez peut-être dans votre bouquet favori, qui s'appelle Ultra Nature. Si vous aimez la nature et que vous avez une télé 4K, alors là, Ultra Nature, c'est carrément sublime. Moi, je mets ça en quelque sorte en fond d'écran sur ma télé. Et je finis juste par un tout petit truc, Olivier. Je t'en prie. Pendant qu'on faisait l'émission, bah, on a un chef produit chez Google qu'on connaît bien, qui est Jonathan Radida, que je salue, qui a fait un petit tweet sur une nouvelle initiative de Google Europe qui s'appelle Curiosité. Ouais. Et je vous mettrai l'URL qui va s'afficher. Curiosité, c'est quoi? Bah, c'est une initiative d'un département de Google qui s'appelle Google Arts et qui lance Curiosité, qui est un espèce de blog vidéo où il se propose de faire redécouvrir un certain nombre de villes et en fait les endroits perdus, inconnus de certaines villes. Le premier épisode, c'est sur Paris. Je l'ai regardé d'un œil distrait là, pendant qu'on enregistrait. C'est génial. Et puis, c'est un petit hommage à Google. Oui, Jonathan, qui était ton ancien padawan chez Apple, qui est ensuite passé chez Microsoft, qui a même fait une émission avec nous, qui s'est fait l'avocat brillant de Surface, souvenez-vous, avec Paul. Et maintenant qu'il est chez Google, c'est vrai qu'on aurait pu même l'inviter, j'y ai pas pensé, pour qu'il soit le défenseur du moteur de recherche, mais je pense que... Et tu me demandes d'être percutant après. Hein. Oui, non, mais voilà, ça va, c'était par rapport à Tristan qui devait partir. Maintenant, on a un peu plus de temps pour conclure les coups de cœur. Merci, monsieur X. Julien, de ton côté, allez au boulot. Oui, mais tu sais que je suis en grève illimitée du coup de cœur. Non, tu retrouves. Depuis la reprise de la saison. Il a une heure par semaine, Julien, quand même. Non, mais je te promets. Alors, je voulais vous présenter. Pourquoi en deux grève unes. Tu veux protester contre les coups de cœur et réputation de Rodrigo? C'est Il a l'antithèse? pas de montrer des unes, quoi. Je vous présente deux magnifiques unes. Les bonnes... Non, mais c'est d'authentiques unes. Enfin, deux magnifiques, deux unes. Les deux seules unes. Ouais, voilà, ouais. Oui, les seules unes vendues en France. Bon, j'en ai un troisième, mais je vous montrerai une prochaine fois. Mais tout ça pour vous dire que Microsoft a un special event, parce que dans votre busomètre, là, qui ne parle jamais de Microsoft. Mais non, c'est des rumeurs autour d'Apple. Non, mais oui. Mais alors, c'est quoi le prochain? Dis-nous tout. Il faut qu'on programme une émission sur Microsoft. C'est un special event le 26 octobre. C'est 2 jours après celui d'Apple. 2 jours après celui Comment d'Apple, dire en principe. Ouais. Et on devrait avoir des nouveautés dans la famille Surface et des nouveautés autour de Windows 10. Donc je pense que nous aurons l'occasion, Olivier, d'en de se reparler. revoir. C'est smartphone, peut-être, Julien. Peut-être, oui. Non, alors, Coup de Windows Phone. Il faut effectivement qu'on dise à notre Ça y est, audience et à ton audience, Olivier, Oui. Windows Mobile, Ouais. puisque Windows Phone est devenu Windows Mobile. Windows Mobile est mort. Voilà. Je sais, c'est difficile à entendre. Voilà. Il va falloir pour tous les fanboys Windows Mobile passer par toutes les étapes du deuil. Je crois qu'il y en a 6. Ouais. Donc là, ça va être un peu le refus, le rejet et le déni, mais bientôt, ce sera l'acceptation. Car bientôt, il n'y aura plus de Windows 10. Tu penses qu'Apple va l'annoncer officiellement, franchement? J'imagine qu'à un Apple, moment, je ils sais seront pas. obligés de sortir. Mais moi, tu sais, je suis un peu nouveau, monomaniaque. Hein. Vous avez bien compris. Microsoft, tu penses qu'ils vont l'annoncer Oui. Non, mais ils le feront, on le verra. Enfin, aujourd'hui, regarde la boutique opérateur. Je ne veux pas citer un opérateur historique dont le nom évoque une agrume, mais bizarrement, de quand on couleur filtre, acidulée, oui. Voilà, quand on filtre sur les terminaux Windows Phone, je crois qu'il n'y en a plus que 2 en catalogue. Ouais, bon, d'accord. Il n'y en a pas toujours C'est eu que déjà 2. bien, 2. Non, mais Non, ils veulent mal il y en a partout. plus que 2, parce que justement, la gamme Lumia était pléthorique, puisque tu avais un Lumia. Bon, déjà, tous le les Lumia, 10 ans. Je Ça plaisante. va un 600, un 700. Non, mais c'est pas grave, le 800, Nokia est de 900, rien. retour, donc tout va bien, mais ce sera des téléphones Android. Mais ça sera sans Windows 10 mobile. Merci, Julien. De ton côté, non, c'était qui là maintenant? C'est à moi, non? Oui, c'est à moi. J'ai oublié. Oui, c'est à toi. Je m'oubliais. Mon premier coup de cœur, regardez, c'est un NAS. Alors évidemment, c'est un produit un petit peu élitiste. Le QNAP TVS 882. Pourquoi élitiste? Parce que c'est plutôt dédié aux pros la vidéo. On a décidé de l'utiliser dans cette émission. On va faire même une petite vidéo pour montrer comment on l'utilise. Pourquoi on l'utilise? Puisque c'est le premier disque dur, enfin NAS du marché, équipé d'une double prise Thunderbolt de 2. C'est quoi l'avantage du Thunderbolt 2? C'est que c'est un NAS, c'est toujours l'Ethernet gigabit. On peut toujours transférer ses données à grande vitesse, même avec la dernière génération, même bien au-delà de l'Ethernet gigabit. Mais que en plus, vous pouvez utiliser le port Thunderbolt pour connecter votre Mac en direct. En clair, quand vous montez, comme on le fait, on fait le Mac,
Mac en réseau entre différents postes, eh bien, ça reste un NAS normal avec un transfert de données normal en Ethernet gigabit. Par contre, vous avez un besoin urgent de copier quelque chose, vous branchez directement votre Mac, votre MacBook Pro, c'est fatigué. C'est la fin de l'émission. Votre MacBook Pro directement sur le QNAP et il se transforme en DAS. En clair, vous avez un transfert de données via le réseau Thunderbolt aussi rapide qu'un disque dur externe et c'est assez épatant. Du coup, on peut monter directement, on refait le Mac sur ce QNAP en le branchant directement en Thunderbolt sur nos MacBook Pro et on monter avec Final Cut Pro avec un disque dur, avec un NAS, comme un disque dur externe et on trouve ça remarquable. Et ça, Olivier, il faut le dire, ce n'est pas naze du tout. Non, c'était pas naze du tout, surtout que tu as 4 ports Ethernet gigabit, 6 tiroirs, 2 tiroirs supplémentaires pour les SSD et pour augmenter la vitesse via des caches SSD un peu comme Fusion Drive sur Apple et ça coûte quand même un bras, ça vaut 2640 €, mais pour les pros la vidéo, pour les pros la vidéo, c'est top. Ça va vraiment changer la vie de notre réalisateur que vous allez peut-être voir sur ce plan large s'il a sorti ses moufles. Voilà, ça marche. Deuxième coup de cœur, j'en ai un autre. On parlait tout à l'heure de Google Wi-Fi, des solutions pour vraiment déployer différents satellites Wi-Fi dans la maison et simplifier vraiment l'optimisation du réseau à la maison. Ça arrive chez Netgear, ça s'appelle Orbi. C'est un kit composé d'un routeur Wi-Fi plus de son satellite. Ça coûte un petit peu cher, ça vaut 429 €. Et de manière automatique, ils communiquent entre eux, ils déploient le réseau. Vous n'avez rien à faire. Vous avez juste à brancher et appuyer sur le bouton pour les synchroniser. Et vous connectez directement avec votre iPhone, votre Mac. Il n'y a même pas de configuration à faire. C'est assez épatant. Et ça permet une couverture jusqu'à 350 mètres carrés. C'est du Wi-Fi assez naturellement en 2,4 et 5 GHz. C'est tri-band, donc en matière d'optimisation de données, d'optimisation de réseau et éviter les saturations, on peut pas faire mieux. Et évidemment, aucune box ADSL ou box Wi-Fi peut faire ça aujourd'hui. Croyez-moi, ça s'appelle le Netgear Orbi. Ça vaut 429 € pour le kit. Si vous voulez un satellite supplémentaire, ça vous coûtera 249 €. C'est cher. C'est joli. C'est joli, oui. Et si vous allez à la messe, vous pouvez avoir la bénédiction Orbi. Orbi, oui, on attendait venir celle-là, Julien, mais bon. Tu en penses quoi, tiens, toi, le spécialiste du Wi-Fi? Je pense que c'est un peu cher, mais que c'est pas mal du tout. Ouais, je pense aussi que tu as gagné au loto entre ton loft penthouse de 350 mètres carrés et ton NAS à 2640 €. Non. Il faut que tu m'emmènes dans une concession Porsche. Non, 2140 €, c'est pour le boulot. Mais par contre, par exemple, chez moi, j'ai un petit 50 mètres carrés, comme quoi, tu as mauvaise langue. Un petit 500 mètres carrés. J'ai un petit 50 mètres carrés, mais il est sur 2 niveaux. Et donc, en bas, j'ai un super Wi-Fi, mais au premier étage, j'ai toujours du mal à. Oui, mais Olivier. Voilà. Donc là, j'aurais plus de problème. Oui. Juste un mot sur. Ça s'appelle un répétiteur. Oui. Ouais, non, c'est un répétiteur avancé. Non, la techno c'est avancé quand même, la techno. Ils ont fait un boulot plutôt sympa chez Ouais, c'est design, il n'y a pas d'antenne agressive. Tu peux mettre ça comme un objet de décoration. C'est simple à mettre en route, etc. Et c'est simple. La promesse de couverture, je pense qu'elle sera tenue dans tous les cas. Par contre, Google leur a un peu flingué leur lancement avec Google Wi-Fi, qui est juste 2 fois moins cher pour le même produit. Et là, aujourd'hui, 400, tu disais plus 400. Oui, mais vu qu'il ne sera pas vendu en France, le problème est réglé. Les 2 unités, ça fait cher. Déjà là-bas, c'était cher. Maintenant, c'est juste hors de prix, quoi. Oui, et vu qu'il ne va pas être vendu en France, c'est pas trop grave. Mais je pense qu'il pour le Google Wi-Fi, je sais pas. Mais... Je pense qu'ils finiront par baisser leur prix tout simplement parce que. Oui, c'est un prix d'appel. C'est intelligent. C'est dans la lignée de leur caméra Arlo aussi, qui était d'un design très innovant, et sur lequel ils n'ont toujours pas de concurrent. Je trouve que Netgear se bouge vraiment et est en train d'être une marque qui sort du truc très geek pour aller vers le grand public et ils sont assez smart. Oui, c'est un peu l'opposé d'Apple qui n'a pas mis à jour ses bornes AirPort depuis presque maintenant 3 ans, je ne vais pas dire de bêtises. On ne compte plus. Ouais, c'est comme les MacBook Pro. Je ne sais pas si vous voyez 3 ans sans mettre à jour une borne Wi-Fi, sachant que l'AirPort Express n'est toujours pas en AC. Il ferait vraiment que le 24 octobre, il y a un Back to the Mac avec une remise à plat de toute la gamme. Une Apple TV 5K, 4K. Ouais, enfin bon là, je sais pas. Olivier, il y a mon Apple Watch qui dit que ça fait plus d'une heure qu'on est assis, qu'il faut que je me lève. Voilà, donc ça veut dire qu'il faut qu'on conclue, c'est ça, oui. S'il vous plaît. Donc on va conclure cette émission, si vous êtes d'accord. Vous retrouvez chaque semaine ou presque Gonzague dans cette émission. Tu reviens la semaine prochaine, Gonzague? Oui, je pense. Je crois que je suis disponible. Tu es disponible, tu regardes sur ton Google Calendar. Si on passe d'abord m'acheter ma Porsche, on y va tout de suite. Aucun problème. On va se cotiser, on va faire un Kickstarter tout de suite. Vous retrouvez chaque semaine ou presque également Fanny dans cette émission et sur son propre émission, c'est bien ça, Fanny? Mon émission, c'est sur radioinnovation.com. Voilà, très bien. Julien, vous retrouvez chaque semaine dans On refait le Mac et très prochainement dans un événement Microsoft dont on essaiera de vous faire vivre les meilleurs moments dans On refait le Mac. On est bien d'accord, Julien?
Avec grand plaisir. Avec Si grand ça plaisir. peut se faire, ça sera avec Et grand Monsieur plaisir. X, écoute, quand tu viens, quand tu peux, on sait que tu as beaucoup de boulot, ça va, ça vient, c'est comme Cédric Ouais. et Rodrigo. Hein. Ouais, c'est clair. Les dédicaces pourries pour mes deux filles. Dab. C'est pas grave. Et quant à nous, si vous Et êtes voilà. d'accord, on se retrouve dès la semaine prochaine. Au revoir. Ciao, Olivier.